Salut, c'est Yves. Alors, la vidéo que vous allez voir maintenant, c'est une vidéo qui a été tournée il y a quelques semaines pendant les journées de l'AMSAT. Ça se passait avant qu'il y ait le confinement, puisqu'actuellement on est en confinement, ça se voit parce que du coup, j'ai pas pu aller faire mon rendez-vous chez le coiffeur. On a dit que pendant le confinement, on se moquait pas des cheveux des gens, je pense que c'est une bonne idée. Cela dit, j'ai pu voir pendant les journées de l'AMSAT Sylvain Azarian, qui est un spécialiste de la SDR, et pour la société qu'il a actuellement, il a dû pas mal étudier la législation. Et du coup, on s'est dit, Sylvain et moi, en discutant, que ça pouvait être une bonne idée qu'on discute de tout ça. Alors c'est pour ça que je vous fais cette petite introduction pour bien préciser les choses. Moi je suis pas juriste, Sylvain n'est pas juriste non plus. C'est notre interprétation, notre compréhension de la législation actuelle qui vous est présentée après une petite introduction sur la SDR. Voilà. Bonjour Sylvain. Bonjour Yves. Alors, je me suis dit qu'avec toi, il pourrait être intéressant qu'on discute de deux sujets. Enfin, je me suis dit, on s'est dit que ça pouvait être intéressant qu'on discute de deux sujets qui sont notamment la SDR et puis la réglementation sur l'écoute. Alors, je te propose qu'on commence par une petite introduction rapide sur ce que c'est que la SDR. Et puis du coup, ça nous permet d'enchaîner facilement sur la... Donc le principe de la SDR, déjà peut-être ça vaut le coup d'expliquer en deux mots que veut dire l'acronyme. Donc SDR veut dire, c'est l'acronyme de trois mots en anglais, Software Defined Radio, qui veut dire radio définie par logiciel. Alors pourquoi par logiciel? C'est quoi le concept derrière ça? L'idée de départ, c'est de dire que jusqu'à présent, sous-entendu, avant la SDR, comment s'était fait la radio? C'était les fonctions de démodulation et d'extraction du contenu de l'information qui était transmise sur l'air étaient réalisées par des fonctions qui sont implémentées sous forme de circuits électroniques. Je peux prendre un exemple très simple, un récepteur FM dans sa voiture, un autoradio. L'autoradio, il démodule la FM parce qu'il y a des circuits électroniques qui ont été conçus à l'intérieur, qui ont été choisis pour permettre la démodulation du signal FM et l'amplification de ce signal et sa restitution sous forme audio via les enceintes de la voiture. Et l'idée de la SDR, c'est de remplacer tous ces circuits qui sont câblés pour faire une fonction particulière par des logiciels, par du code écrit qui va réaliser ça à la place des circuits électroniques. Donc l'approche en deux mots, l'approche idéale du SDR, c'est de dire qu'on va avoir une antenne, parce que ça on n'a pas le choix, il faut bien transformer le champ électromagnétique en signal électrique, et dès que possible on va chercher à le numériser et à faire derrière de l'algorithmique pour extraire l'information contenue dans le signal radio. Alors c'est pas quelque chose de tout neuf, c'est un truc qui est ancien. Les premières, si on veut faire un petit historique, ce qu'on juge habituellement comme étant le T0 de l'idée de la SDR, c'est un chercheur américain qui s'appelle Mitola, qui a publié une thèse, alors de mémoire ça devait être en 91, sur le sujet, en expliquant quel serait l'intérêt de remplacer par du traitement temps réel, du traitement du signal temps réel, toutes ces fonctions analogiques. Et ce qui était un petit peu l'élément déclencheur, c'est le fait qu'on a aujourd'hui des processeurs qui ont des capacités de calcul suffisantes pour pouvoir faire ces traitements en temps réel. Parce qu'évidemment, ça va nécessiter de faire le calcul au fil de l'eau, au fur et à mesure que les échantillons arrivent, que les données arrivent, et donc il faut qu'on puisse faire ce calcul assez vite. On ne peut pas imaginer que, si on voulait rester sur l'exemple du récepteur FM, qu'il faille attendre plusieurs minutes avant qu'on puisse écouter dans la voiture le signal qui est transmis. Voilà. Donc l'idée, L'idée, elle est assez simple au départ, c'est de dire je remplace des circuits logiques, des circuits électriques, par leur équivalent, fait sous forme de logiciel. Et l'intérêt énorme que ça a, c'est que du coup, changer le logiciel, c'est facile. Autant un circuit électronique qui a été conçu pour faire une fonction, on ne peut pas le faire évoluer sans changer les circuits. Donc ça veut dire dessouder des composants et en mettre d'autres, pour être concret. Et là, l'idée, c'est de dire j'ai un logiciel et je le change et je le remplace par un autre. Donc ça veut dire que je vais garder un circuit électronique de base qui va juste se contenter de faire de l'acquisition, de la numérisation du signal, et ensuite je vais charger une application qui va me permettre d'extraire de ce signal radio une information. Et donc ça veut dire qu'avec le même dispositif électronique et avec des logiciels différents, je vais pouvoir transformer les fonctionnalités de mon objet pour en faire différentes choses. Je peux prendre deux exemples bien connus avec les clés RTL, SDR pas chères qu'on trouve, les fameuses clés USB. Avec le même matériel et le même ordinateur, je pourrais à la fois avoir un appareil qui me permet d'écouter la radiodiffusion et en même temps avoir un appareil qui me permet d'afficher sur une carte la position des avions, par exemple. Qui sont deux fonctionnalités complètement différentes, mais rendues par le même matériel grâce à l'emploi de deux logiciels différents. Ça a un intérêt important technique, c'est que du coup on peut investir moins de temps à faire du matériel, qui coûte cher à fabriquer, étant entendu que la copie du logiciel est plus simple à réaliser que la copie du matériel. Donc on va pouvoir faire un matériel dit universel. Alors c'est un autre débat, c'est un vrai sujet. Faire un matériel universel
et faire vivre le logiciel pour ajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc c'était un sujet sur lequel les gens qui faisaient de la téléphonie mobile, par exemple, s'y sont intéressés, en imaginant de dire le protocole de communication ou la façon d'accéder à l'information peut évoluer dans le temps, et finalement je pourrais, par simple mise à jour de mon logiciel, apporter des nouvelles fonctionnalités sans avoir besoin de revoir le matériel que j'ai mis sur le marché. Et donc ce type d'approche a de l'intérêt pour la téléphonie, pour les applications civiles en général, des applications plutôt défense. Bref, il y a plein d'usages possibles de ce matériel. Alors nous, en tant qu'amateurs, qu'est-ce qu'on a comme... aujourd'hui, on commence à trouver sur le marché des équipements de radiocommunication qui sont vendus comme étant à fonctionnalité SDR. Alors, on ne va pas débattre sur ce que c'est des utilisations SDR ou pas, mais l'idée étant que on va remplacer dans ces circuits, dans ces appareils, des blocs qui étaient faits alors historiquement par des composants discrets électroniques, par un processeur dédié au traitement du signal, et des bouts de logiciels, des firmware spécifiques pour extraire l'information. Donc c'est quelque chose qui, que ça plaise ou pas, va s'imposer, parce que économiquement, ça permet de faire des économies d'échelle. Donc on peut concevoir le même hardware, le vendre sous différentes coques, le vendre avec différents emballages, et changer simplement le logiciel que l'on met dedans, et du coup mutualiser des coûts de production. Donc ça répond à un vrai besoin industriel d'utiliser ces technologies-là. Et comme la capacité de calcul coûte de moins en moins cher, il est évident que c'est une technologie qui s'impose. Donc de toute façon, on aura de moins en moins de circuits qui ne seront pas SDR, et forcément de plus en plus de circuits qui seront à base de SDR. Est-ce qu'ils seront ouverts ou pas, c'est un autre débat. Est-ce que tout le monde pourra les changer, ça c'est un autre débat. En revanche, la technologie derrière, elle est en train de s'imposer. Et ça, je vois pas de raison objective à ce que ça change. Pour arriver sur le deuxième sujet, qui est l'aspect réglementation, c'est que du coup, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on dispose d'un appareil qui nous permet, sous réserve que l'on dispose de l'algorithme implémenté sous forme de logiciel, on peut écouter tout et n'importe quoi. Et donc c'est là que les problèmes commencent, pour être très clair. Parce que à partir du moment où on peut accéder à n'importe quoi, à tout en l'occurrence, on a le risque derrière d'accéder à des informations auxquelles on ne devrait normalement pas accéder. Alors dit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire une information à laquelle on ne peut pas accéder ? L'idée de départ, elle est relativement simple, c'est la protection de la vie privée. C'est-à-dire que quand j'utilise mon téléphone portable pour téléphoner à ma famille ou pour consulter mes mails, j'ai envie que cette information-là, cette communication, elle reste privée. Et donc si quelque part quelqu'un dispose d'un moyen qui permettrait d'extraire ces données et de les consulter sans m'en informer et sans mon accord, ça me pose un problème, parce que ça atteint ma vie privée. Donc ça me dérange. Et donc on voit tout de suite que finalement, il y a une problématique, il y a un petit peu un souci, qui est que d'un côté on a développé un outil, on a démocratisé un outil qui permet finalement de faire plein de choses de façon simple, légère, un simple récepteur et un ordinateur, des choses qui sont en accès libre, que tout le monde peut acheter. Et à côté de ça, on a une problématique qui est qu'on cherche à protéger la vie privée des gens, enfin que chacun d'entre nous ne souhaite pas que sa vie privée soit publique, et qu'elle reste privée par définition. Et donc c'est là que le problème se pose. Et c'est pour ça qu'il y a une réglementation. Cette réglementation, elle n'a pas été écrite au départ spécifiquement pour le SDR, c'est une évolution logique de la réglementation qui protège la vie privée. Et donc il y a toujours eu un cadre réglementaire au départ c'était pour les photos, pour la prise de photos à l'insu, sans l'autorisation des gens qui sont sur les photos. Et ce cadre réglementaire-là a été étendu à la protection de la vie privée en général. Et il y a un certain nombre de dispositions qui ont été ajoutées à ce cadre réglementaire pour empêcher l'écoute, empêcher le détournement de conversations privées, pour être très clair. Et donc il y a un cadre légal qui a été défini. Ce cadre, aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est que j'ai le droit d'entendre, alors je précise, j'emploie le mot entendre volontairement, c'est-à-dire que ce que j'entends avec mes oreilles, on ne peut pas m'empêcher de le faire. En revanche, ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est de répéter ce que j'entends. C'est-à-dire que si je peux prendre un exemple, une analogie toute simple, je suis dans le métro, à côté de moi, deux personnes ont une conversation privée, elles ne peuvent pas m'empêcher de l'entendre, sinon elles n'ont qu'à parler moins fort ou ailleurs. En revanche, ce qui serait une atteinte à leur vie privée, c'est que j'exploite cette information et que je la rende publique. Et c'est là où je change, où je sors du cadre légal, et c'est exactement ce qui se passe dans le cadre de la SDR, c'est que je peux accéder à n'importe quoi, puisque j'ai un outil qui me permet de le faire. En revanche, ce que je ne peux pas faire, c'est diffuser cette information. Et du moins la répéter vers un tiers. Alors, ça a un certain nombre de biais, c'est qu'un moyen
de numérisation de signal. J'ai parlé d'écoute, mais je peux aussi simplement enregistrer sur mon disque dur ces informations que j'ai enregistrées. Donc c'est aussi pour ça que légalement, que le texte empêche, n'autorise pas l'enregistrement de signaux radio contenant des informations à caractère personnel. Donc là, il y a un champ réglementaire assez précis qui en gros dit, il y a, on va dire pour faire simple, que le spectre se partage en deux. Il y a le spectre qui ne contient pas d'informations à caractère personnel, par définition. Alors c'est les bandes radioamateurs, les bandes libres, ça c'est un sujet dont on va reparler après, c'est un petit point un petit peu particulier. Et puis tout ce qui est bande de radiodiffusion ou de télédiffusion. Par définition, une chaîne de radio, sa vocation c'est d'être entendue par tout le monde. Donc elle ne contient pas d'informations à caractère personnel. Donc le fait que j'enregistre une radio FM et que je la rediffuse, je rends service au diffuseur, donc globalement il ne va pas chercher à m'en empêcher. En revanche, si je m'amusais à écouter une conversation sur un réseau radio, type téléphonie mobile ou autre, là je peux me retrouver en contradiction avec le texte, avec l'esprit du texte, et donc typiquement je n'ai pas le droit de le faire. Donc ça veut bien dire que je ne peux pas légalement enregistrer sur mon disque dur des informations que je capte sur des bandes qui sont à caractère non public. Et donc typiquement, alors c'est là où la frontière devient un petit peu compliquée, c'est que on voit bien d'un côté la téléphonie mobile c'est facile, parce qu'on comprend bien que c'est ma conversation avec ma famille ou mon professionnel et ça ne regarde personne. Et de l'autre côté du spectre, on a la radiodiffusion et la télédiffusion. Il est évident que c'est pas protégé. Et puis il y a tout ce qui se trouve entre les deux qui est un petit peu compliqué. Alors qu'est-ce que c'est ce qui se trouve entre les deux? Je vais prendre deux exemples. Il y a tout ce qui est Internet des objets, objets connectés au sens large. Donc tout ce qui est petits systèmes qui transmettent dans les bandes ISM 432 ou 868 mégas, qui a priori sont des bandes non protégées, donc pour lesquelles théoriquement on ne devrait pas se poser la question, puisque les bandes sont libres. Et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que dans tous ces outils, tous ces périphériques qui envoient des infos, il y a évidemment dedans des informations que je peux utiliser, qui sont taguées comme étant les miennes. Je vais prendre un exemple, les pneus, tout le monde connaît le système d'envoi de pression entre le pneu et le tableau de bord de la voiture, il y a un numéro unique de pneu. Et suivant comment j'utilise cette information, la voiture s'en fout, ce qu'elle veut juste, c'est savoir si les quatre roues sont bien gonflées, mais un tiers pourrait utiliser cette information pour savoir que je suis là. Et s'il exploite cette information à mauvais escient, eh bien, il atteint à ma vie privée. Alors ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas réglementé. Mais c'est quelque chose qui pose problème. Le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails, exactement. De la même façon, un réseau de communication radio professionnel, type réseau DMR ou réseau... donc pas un réseau de police, ni un réseau... mais même ne serait-ce qu'un réseau professionnel. J'ai un exemple, des réseaux genre des médecins qui vont chez leurs patients. Très bon exemple. Ouais, par exemple, ça c'est un réseau qui n'est pas un réseau qu'on pourrait penser comme étant libre d'écoute. Non, parce que à partir du moment où les médecins vont l'utiliser pour diffuser des informations sur l'état de santé du patient, sur la nature de ses problèmes de santé, ça c'est une information personnelle. Donc si je l'entends, je suis toujours dans les clous de la réglementation. En revanche, si je m'amuse à diffuser sur la place publique que monsieur un tel, mon voisin, il a telle maladie, il risque de pas être d'accord. Et donc là, j'ai un problème. Et donc même si c'est... Alors, ce point-là en particulier, il est écrit aujourd'hui, depuis... Alors, je ne suis pas juriste professionnel, mais je crois que ça doit faire 1 an que le cas que tu viens de prendre a été couvert et pour avoir le droit d'écouter ce genre de conversation, on tombe exactement dans le même cadre juridique que le droit de procéder à des écoutes téléphonique, type téléphonie mobile. Il faut une autorisation, il faut une décision de justice pour pouvoir le faire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une réflexion en cours, on va dire le législateur au sens large, se pose la question d'étendre ce champ réglementaire à tout ce qui est justement Internet des objets ou objets connectés, parce que tous ces outils contiennent des informations à caractère personnel. Et donc, quelque part, il faut aussi protéger la vie privée des gens et donc essayer de cadrer leur utilisation. Alors évidemment, là, donc ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, on ne va plus pouvoir faire grand-chose. Mais quelque part, alors, dit comme ça de façon un peu abrupte, peut-être, la difficulté étant qu'il faut prendre en compte le souhait, la nécessité de protéger les gens, de protéger la vie privée des gens. Donc là, il va y avoir un sujet un petit peu compliqué. C'est que finalement, comment est-ce qu'on va réglementer ça? Et est-ce que ça ne va pas, in fine, se traduire par le fait que la vente d'équipements permettant d'eux sera réglementée? Alors aujourd'hui, c'est déjà le cas en réalité. En réalité, aujourd'hui, la détention, la vente
la promotion, alors je ne sais plus le texte exact tel que c'est écrit, mais bref, tel que c'est écrit aujourd'hui dans le texte, les équipements qui permettent donc sous-entendu qui permettent d'enfreindre la loi, ne sont pas en vente libre. Théoriquement, il faut une autorisation ministérielle de détention et d'utilisation. Alors aujourd'hui, on peut trouver en vente libre des clés RTL SDR, on peut trouver tout un tas d'équipements SDR, largement ou pas, en tout cas qui sont prévus techniquement pour pouvoir recevoir des données dans des bandes qui ne sont pas libres, qui ne sont pas libres de droits, libres d'informations personnelles. Voilà. C'est dans ce sens-là que je dis non libre. Oui, c'est déjà le cas aujourd'hui. Est-ce que ça va le rester? C'est difficile à dire. C'est-à-dire que si on va dans une stratégie d'améliorer la protection de la vie privée, il est évident que ça sera réglementé. Maintenant, il faut être réaliste. Comment c'est possible de réglementer ça? On peut difficilement imaginer un équipement, si on reste sur l'exemple du 432 mégas, enfin des équipements qui sont en bande UHF, c'est une bande auquel les radioamateurs ont accès. Donc est-ce qu'on peut imaginer qu'une toute petite portion de cette bande soit interdite? C'est difficile. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut être clair, ça va de toute façon pas se faire ni en 2 jours, ni de façon simple. Mais moi, je suis assez convaincu que dans un avenir assez proche, ce sont des choses qui vont être réglementées. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun cadre. Et donc, par définition, il y a des abus. Et donc, il y a des gens qui souhaitent qu'il y ait un cadre qui soit posé pour justement pouvoir sanctionner les utilisations abusives. Donc, voilà, c'est évident que ça va changer. Après, jusqu'où, j'en sais rien, je suis pas, je suis pas dans le législateur. Mais c'est clair que ça va nécessiter de notre part, enfin en tant que radioamateur ou en tant que passionné ou bricoleur au sens noble du terme SDR, il faut qu'on soit vigilant sur ce qu'on fait et vigilant, ça veut dire qu'on fasse preuve de responsabilité et qu'on diffuse pas publiquement des infos. Alors qu'on sait pertinemment qu'on ne devrait pas le faire, quoi. Ou que c'est très limite ou très borderline. Je voudrais juste que tu nous dises en 2 mots, ça va un peu résumer une partie de ce qu'on vient de dire, hein, mais j'aimerais bien que tu nous dises en 2 mots, j'ai un SDR ou un récepteur largement qui peut recevoir plein de trucs, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire? Alors, ce que je peux faire, déjà de façon très basique, tant que alors, je peux écouter tout ce que je veux. J'ai bien dit écouter. Ça veut dire que tant que je ne fais pas d'enregistrement, donc j'ai l'antenne, le récepteur, un logiciel de décodage, et ce logiciel de décodage me restitue en direct l'information. Mais il n'y a pas de moyen d'archivage de cette donnée. D'accord? Et c'est du local. C'est-à-dire que j'ai l'antenne, le récepteur, le PC, des haut-parleurs ou un écran, et je suis devant. Ça, je fais ce que je veux, c'est libre. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand je donne l'accès à ce truc-là à distance. Parce que c'est typiquement, ça c'est très clairement écrit que c'est interdit. C'est-à-dire que donner l'accès non contrôlé, libre, parce que moi je le fais pour écouter la FM, mais si je mets un web SDR, pour être très précis, un web SDR universel qui me permet d'écouter n'importe quoi, si je laisse la possibilité à un tiers d'écouter la bande de téléphonie mobile, alors évidemment, il faudrait qu'il ait les outils de déchiffrement et qu'il faut pour décoder le signal, certes, mais n'empêche que ça, c'est pas légal. Je ne peux pas le faire. Donc ça veut dire que tant que je ne fais que de l'écoute, de la restitution immédiate ou de la visualisation immédiate de la donnée, aucun problème. Ce que je ne peux pas faire, c'est donner l'accès à un tiers sans contrôle. Parce que c'est moi, en tant que fournisseur du moyen technique, qui suis en fait pénalement responsable. Pour être très clair. Et le texte est assez précis. Et les peines sont assez Voilà, elles sont assez conséquentes. Donc, je peux écouter tout ce que je veux. Si je veux enregistrer, je ne peux enregistrer sur mon ordinateur que des bandes, des signaux ne comportant pas d'informations à caractère personnel, concrètement. Donc, ça veut dire de la FM, de la télé, des bandes ISM pour l'instant. Ça peut évoluer. Des bandes radioamateurs, évidemment, mais pas le reste. Ça, je peux pas. Si je le fais, je m'expose à un risque. Donner un accès en remote libre à tout, ça, concrètement, il ne faut surtout pas que je le fasse. Très clairement. Et après, ce que j'entends, il faut bien se garder d'aller diffuser sur les réseaux sociaux, par exemple, ce que j'entends, et puis dire, ah bah tiens, je peux prendre des exemples que j'ai vus, je décode le POXAG, j'ai vu un message marrant et je le diffuse. C'est pas une bonne idée. Alors même si aujourd'hui ceux qui le font, jusqu'à présent personne ne s'est fait attraper ou s'est fait taper sur les doigts, mais en revanche c'est clairement écrit dans le texte que c'est interdit. Donc c'est le meilleur moyen pour s'attirer des ennuis.
J'ai une question subsidiaire. À ton avis, sachant que tu n'es pas juriste, hein, à ton avis, qu'en est-il de l'écoute ou de l'enregistrement de bandes aéro? Si tu as une réponse, hein, si tu ne viens pas... Non, j'ai pas de réponse claire là-dessus, parce que c'est un sujet compliqué dans le sens où ce ne sont pas des informations à caractère personnel a priori, c'est de l'information professionnelle ou à usage de régulation du réseau. En revanche, de temps en temps, il y en a. Typiquement, un avion, alors le cas concret que j'ai entendu, hein, c'est il y a un problème de santé grave dans l'avion. Et dans ce cas-là, le pilote n'a pas d'autre solution que de prévenir la tour, de demander des secours et commencer à donner des informations détaillées. Et ça, c'est des informations. Et ça, la personne qui est malade, qui est dans l'avion, elle n'a pas forcément envie que la Terre entière sache qu'elle est malade. Et donc là, on passe tout de suite de l'autre côté du truc. Donc c'est un peu touchy. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose pour le mot de la fin? Je pense que la conclusion, elle me semble assez évidente, c'est qu'il faut être responsable. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on reste dans le respect du cadre, sachant que ce cadre, il est juste fait pour nous rendre service quelque part. Il n'est pas là pour nous embêter. Alors, je vais faire très très vite, il me reste 1 minute sur ma carte mémoire. Mais écoute Sylvain, je te remercie beaucoup. Je te remercie à toi. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt. Il reste 1 minute sur la carte mémoire. Là. Alors voilà, effectivement, moi c'est moins d'1 minute sur la carte SD à la fin de l'enregistrement. On a eu chaud. En tout cas, si cette vidéo vous a intéressé, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la passer auprès de personnes à qui vous pensez que ça pourrait apporter quelque chose. Vous pouvez également évidemment vous abonner, mettre un pouce, mettre un commentaire. Si vous voulez m'aider à financer la chaîne pour potentiellement peut-être faire plus de vidéos de ce style-là qui sont un petit peu plus profondes, qui nécessitent un petit peu plus de rencontres, eh bien il y a un Patreon, un Utip, un Tipeee qui sont disponibles. Je mettrai les liens dans la description. Évidemment, comme d'habitude, le Discord, le lien est dans la description. Puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!